Inizia. Buongiorno. Bonjour, bonsoir désormais. Nous sommes contents de pouvoir rencontrer Marco Bussetti, notre ministre de l'instruction publique. Ce n'est pas la première fois qu'on accueille le ministre de la Publique Instruction ici au meeting. Je dirais que presque tout le monde est venu durant ces années. Avec certaines, est né un rapport d'estime et d'amitié mutuelle. Et à tout le monde, on a posé les questions qui nous tiennent à cœur. Les questions qu'on a dans le monde de l'école et de l'éducation et les points décisifs pour l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Italie. Mais c'est la première fois, moi, un simple enseignant de philosophie du lycée scientifique du lycée Pascali de Milan, allons à l'introduire. Pourquoi c'est moi à l'introduire? C'est moi à l'introduire parce que j'ai eu l'honneur de connaître Marco Bussetti dans une époque lointaine, durant les années dans lesquelles il était recteur académique de Milan. Et je suis resté touché par la rencontre avec lui, pas seulement pour sa compétence, mais aussi son humanité, sa capacité à se laisser toucher par la réalité qu'il rencontrait. Et entre les réalités qu'il a rencontrées, il y a la réalité de Portofranco, que j'ai eu la grâce de commencer avec l'idée géniale du génie de Don Giorgio Pontiggia. Il faut un applaudissement pour Don Giorgio Pontiggia. Portofranco, comme vous le savez, est cette réalité libre d'aide aux études, à la rencontre des étudiants, des jeunes, pour les études fondées par la gratuité des bénévoles, adultes et universitaires et étudiants des écoles supérieures de 18 ans, de beaucoup de réalités. Hier, le ministre Bussetti a passé le bonjour durant la rencontre de Portofranco et en Italie. Il y a eu beaucoup d'autorités qui sont passées par Portofranco durant ses 18 ans à Milano. Et tout le monde est resté frappé par cette mer de qualité, par cet endroit, comme le définissait Enzo Jannacci en 2011, durant une rencontre, cet endroit plein de lumière, jeûne et mystère. Voilà, moi je les ai rencontrés tous, mais comme je le disais avant, Marco Bussetti a été l'un des seuls, peut-être, que j'ai vu des plus intéressés pour comprendre la nature du dialogue qu'on a fait. Et je veux citer cet épisode tant que le 24 mai de cette année, sans doute, je savais déjà quelque chose ou non. Le 24 mai de cette année, on a fêté les 18 ans du Portofranco et on a mis en place le prix Don Giorgio Pontiggia, un prix qu'on voulait avec les amis des adultes Fontana. On voulait instituer un prix afin de répondre à quelques besoins que les jeunes avaient. On a institué cette bourse et durant cette journée de fête, Marco Bussetti était avec nous. Il a participé au jury et il a passé la journée avec nous durant cet après-midi chaleureux, un après-midi beau pour les témoignages des jeunes, extraordinaire aussi pour la sympathie de Giacomo Poretti,
Et pour la rencontre d'aujourd'hui, on ne veut pas faire toute la liste des dépenses qu'on a fait, mais on voudrait le rencontrer en partant de brefs témoignages, comme le témoignage d'un étudiant, d'un enseignant et d'un recteur, et voir ce qu'il a à nous dire. La première question, c'est moi à lui poser. Et je veux dire avec toute sincérité, je veux lui demander qu'est-ce qu'il a touché de Portofranco? Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit qui peut être décisif pour l'école et pour votre responsabilité de ministre? Merci Alberto et bonsoir à tous. Résumer en 2 mots ce qui m'a touché de Portofranco, de cette association de soutien scolaire, c'est très difficile parce qu'il faudrait réévoquer toute une série d'émotions que l'on éprouve lorsque l'on voit des personnes qui ont la connaissance complète et la conscience complète de ce qui fait le malaise de la jeunesse. Et avoir devant soi des jeunes qui ont peur de ce moment de malaise qui fait partie de la vie de chacun d'entre nous, qui est bien entendu utile pour dépasser ces crises et pour trouver ensuite de nouveaux équilibres, de nouveaux ajustements qui parfois nous remettent en crise plus tard et qui parfois pénalisent trop lourdement des moments de vie en limitant des potentialités énormes qu'ont ces jeunes grâce à la richesse intérieure qui les habite et qui peut-être n'émerge pas à ce moment-là. Donc j'ai rencontré des personnes qui consacrent leur temps avec amour, avec passion, avec attention, en recherchant le succès et les résultats vis-à-vis de jeunes qui viennent leur demander de l'aide. Voilà ce qui est beau. Et ce qui est encore plus fascinant et frappant, c'est que ces jeunes dépassent cette crise, atteignent des résultats, poursuivent leurs études, ont des diplômes, reviennent à Portofranco et veulent ensuite rendre ce qu'ils ont reçu. Comment appeler cela autrement qu'un amour, une passion pour ce qu'est la vie, l'expérience et exprimer leur reconnaissance par rapport à des adultes qui les ont aidés. Vous êtes capable de transformer ces situations de façon merveilleuse. Félicitations. Merci. Maintenant, je voudrais faire monter ici Matteo Sama pour son expérience et sa question. Bonjour, je m'appelle Matteo Sama. Je suis un étudiant qui vient de finir le parcours d'études à Bologne, où j'étais en 4e année représentant et en 5e année le représentant des consultes pour la province de Bologne. Je voulais raconter en fait ce qui s'est passé quand j'étais représentant de l'institut durant le février de ma 4e année. Durant une assemblée, j'ai pensé d'inviter Silvio Cattarina de la communauté l'Imprevisto de Pesaro, une communauté pour, disons, aider les drogués. J'avais demandé de faire cette rencontre parce que dans notre école, un jeune garçon s'était suicidé quelques mois avant à cause de la drogue. Et à cette rencontre, la particularité de cette rencontre, c'est que les garçons drogués même sont venus pour raconter leur expérience, donc des jeunes de 18-19 ans. Et dans une école comme la mienne, où le problème de la drogue est très grave, ça a eu un résultat très important. Et le lendemain, des jeunes étudiants sont venus d'autres écoles pour me remercier
de la rencontre faite. Et ce moment, ça m'a touché parce que je n'avais jamais entendu jusqu'à ce moment quelque chose de ce genre dans une école, parce que ces gens jeunes qui se droguaient ont été libres de me remercier. À cette rencontre, il y avait aussi le recteur de l'école en tant que représentant, et une amitié est née entre nous parce qu'il a été le premier à me remercier pour cette rencontre. Et j'ai commencé à me confier avec lui, et effectivement, quand mes parents m'ont dit que je n'aurais réussi, je ne serais réussi à aller à la sortie de classe parce que je devais choisir si aller aux exercices spirituels de GS, si... Et je suis allé chez le directeur pour lui dire que je ne pouvais pas aller à la sortie de l'école. Et lui, il s'est proposé de me payer personnellement la sortie des classes. Et il a convaincu aussi quelques professeurs de classe. Et depuis là, c'est né une amitié entre le directeur et moi. Une amitié qui m'a changé profondément. Et cette année, que je viens de finir le terminal, la 5e année de lycée, je viens de prendre mon baccalauréat. Je n'ai jamais été un studieux, j'ai jamais eu la moyenne. Mais grâce à l'amitié avec le directeur, où chaque vendredi, on s'arrêtait à parler pour parler de mes notes. Et l'amitié avec lui m'a ouvert aux études, aux relations avec mes compagnons. Et grâce à l'amitié avec lui et aux études avec eux, j'ai pu m'engager au maximum. Et à un certain moment, j'ai dû faire le mémoire en terminale. Quand les profs nous ont demandé de faire notre mémoire, je pensais de faire un mémoire qui ne voulait pas relier toutes les matières, mais qui voulait parler de moi, de mon expérience. Donc j'ai voulu parler du cœur. Parce que en tant que vice-recteur, un ami qui a travaillé sur le cœur, je voulais voir comment le cœur a tout changé dans la Première Guerre mondiale. Donc j'ai fait un mémoire où j'ai amené le chœur alpin et chanté une chanson de cette chorus. Et ça a été très beau, et la prof de maths, j'avais pas été trop bon à notes, on va dire, elle était vraiment émue, et à la fin, elle m'a vraiment remercié en pleurant de ces années. Et avec la soutenance, l'école est terminée pour moi, et le rapport avec... j'ai changé d'approche à la vie grâce à aux relations que j'ai eues à l'école. Je veux demander, si seulement un professeur entre en rapport avec moi, en ne pas me regardant comme un nombre, mais comme une personne, comment peut-on évaluer positivement les professeurs qu'un enseignant, il s'engage au fond du cœur avec leurs propres étudiants? C'est une question difficile, merci. Matteo, merci. C'est une question difficile. Le thème de l'évaluation est toujours un thème très délicat, sur tous les aspects. Moi, j'aime bien parler en tant que père sur le thème de l'évaluation, pour ce qui concerne en tout cas les élèves. Quelle que soit la note qu'a ma fille, je lui dis toujours que c'est pas toi qui as eu cette note, c'est ton travail qui a eu cette note. Toi, tu es autre chose. Parce que tu as dit quelque chose qui est très exact. Ce sont les personnes avec lesquelles les professeurs, mais l'école de façon générale, ont affaire. Le système, l'organisation prévoit toute une série de rôles. Et nous sommes habitués à penser, l'école commence,
on va voir le professeur, mais vous ne savez peut-être pas que pour qu'il y ait une classe, des élèves présents à ce moment-là et un professeur, il faut qu'il y ait derrière un travail qu'effectue toute une machine administrative qui commence des mois avant. Et alors que les professeurs ont peut-être terminé leur cours, à ce moment-là, ces personnes travaillent encore pour qu'on puisse commencer l'année scolaire le 1er septembre. Et c'est le personnel administratif des écoles, les directeurs d'écoles et les personnes qui occupent des postes dans les différents rectorats académiques. Parler d'évaluation pour ce qui concerne les professeurs, c'est un thème que j'ai affronté immédiatement parce que je n'ai pas beaucoup apprécié ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année scolaire, des fonds ont été reçus et les professeurs devaient les distribuer à leurs professeurs. Et c'est un fait qui a provoqué des mécontentements. Je pense qu'une personne qui doit être évaluée doit savoir sur quoi elle doit être évaluée. Et donc, immédiatement, j'ai demandé, dans la relation avec les syndicats, que j'ai trouvé prêts à collaborer sur ce point, dès le départ, tout de suite. Donc, j'ai demandé qu'avant le mois de septembre, tous les professeurs, qu'ils soient titulaires ou pas, qu'ils sachent clairement quels seront les indicateurs objectifs sur lesquels ils seront évalués, de manière à ce qu'il y ait une évaluation réelle. Et donc, par rapport à ta question, il est utile de suggérer quels aspects devrait avoir un enseignant. Des aspects qui sont peut-être innés, mais qu'il faut tout de même construire, c'est-à-dire une sensibilité, une attention aux personnes, à leur vécu, à leur présence, aux nombreuses raisons de leurs attitudes, de leur comportement, afin qu'ils puissent tous être évalués et accompagnés, suivis de manière personnelle. Je ne veux pas dire de manière différente, mais je veux dire de manière personnelle. Ce qui s'est passé, c'est un moment, mais cela arrive souvent aussi à Porto Franco. C'est quelque chose qui redonne de la motivation, qui redonne l'envie de partir, qui redonne de l'estime de soi. Parce que je pense que donner un sentiment d'appartenance, c'est aussi l'un des véritables objectifs de l'école. Un sentiment d'appartenance. Donner une formation plus ample permet souvent, et c'est quelque chose qu'on considère souvent comme allant de soi, de valoriser plus les aptitudes que les capacités. Et là encore, je crois que c'est un thème sur lequel il faut réfléchir. Nous donnons parfois pour acquis que les aptitudes ne sont pas intéressantes. Et on va voir ce que sait faire une personne. Et alors, l'évaluation retombe à nouveau sur la personne. L'attitude pédagogique, de ce point de vue, doit beaucoup se référer à Rosmini. Rosmini disait que les jeunes n'ont pas de droits, mais ils sont les droits, et donc il faut les aimer. Et c'est le terme magique qu'il faut utiliser toujours, quelle que soit la relation. Empathie, relation, affection, communication, échange d'opinions, connaissances. Alors oui, dans ce cas, je peux peut-être avoir une once de présomption pour juger une personne, même si ce n'est pas ma mission. J'espère avoir suffisamment répondu. Merci. Lydia. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lydia. Je suis enseignante de maths. Et cette année, j'ai commencé à enseigner dans une école publique, un institut technique professionnel. Le premier défi avec lequel j'ai dû me confronter, c'était le changement d'adresse parce que je venais d'une école scientifique et avec des étudiants, des élèves avec qui j'ai dû travailler. Le défi majeur, c'était avec les élèves des 2 premières classes d'année.
C'était une grande provocation, celle de leur enseigner le maths, parce que comment leur montrer la beauté contenue dans cette discipline et qu'est-ce que de ma matière peut être retracée dans les travaux qu'ils vont aller faire. Et en affrontant cette circonstance, j'ai dû faire face à d'autres besoins et problèmes parce que si d'un côté, je voyais émerger des élèves la nécessité pour eux comme d'être suivis de proches, de côté, et suivis main dans la main. D'autre côté, j'ai dû faire face à des difficultés. Par exemple, la difficulté de ne pas avoir toujours des moyens adéquats. Parfois, il n'y a pas de ligne Internet ou avoir des classes nombreuses où c'est difficile de rejoindre l'attention qui chacun mérite. Et alors, dans ces contextes où le sens d'impuissance a été fort souvent, ce contexte n'empêche pas qu'il se passe des faits imprévus dont on peut repartir. Et redécouvrir ces faits a été la beauté de cette année pour moi. Donc je raconte un épisode qui m'a touché, qui m'a frappé. Dans la première classe des professionnels, il y a 31 élèves, 11 redoublants, et beaucoup d'entre eux ont des situations complexes. Et même à partir du début de l'année, le travail était si dur avec eux que parfois avec mes collègues, c'était retenu impossible le travail à faire. Et les plaintes ce n'était pas confortable et les dialogues, le déconfort, c'était vraiment le thème dominant. Et moi-même, je me suis retrouvé devant un sentiment d'échec avec eux. Mais en ça, j'ai eu une nouvelle hypothèse durant l'année. À la place de m'attendre à un changement de la part d'eux, j'aurais peut-être eu l'occasion de découvrir quelque chose dans la relation avec mes élèves. Cela a commencé à me faire changer de point de vue. Alors, ça faisait déjà un petit moment que j'avais remarqué un élève un peu difficile, un redoublant, qui avait commencé à être un peu mignon, gentil avec moi. Et il s'est aperçu que je tenais à lui. Donc lui, il m'attendait avec un regard, comme si je le regardais. Et regardez, cette attitude me touchait parce que c'était comme avoir un désir encore plus grand en lui, même s'il le cachait. Et à un certain moment, en janvier, j'ai pu rencontrer ses parents. Je peux parler avec eux. Et eux, en larmes presque, ils m'ont dit « Mais prof, notre fils ne va pas encore bien en classe et on ne sait plus quoi faire avec lui. » Et lui, il avait du mal, effectivement, à l'école. Il aurait pu redoubler encore une fois. Mais cela, ce ne pouvait pas le représenter en 100%, cela. On ne pouvait pas savoir ce qu'il se passerait dans les mois à venir pour sa situation. Parce que pour qu'il ait découvert peut-être une nouvelle passion, redécouvrir une nouvelle matière à étudier, c'était un grand pas pour lui, peut-être. Peut-être tumultueuse, mais avec des conseils pratiques, je me suis retrouvé à leur dire de cet espoir, parce qu'on peut parier sur notre propre cœur, parce que dans la réalité, il y a vraiment un bien, une beauté à reconnaître. Mais une chose que je ne m'attendais pas, parce que de la part de ses parents que j'avais vraiment vu sans confort, ils ont vraiment accepté de recommencer, d'accepter le défi. Et j'ai proposé à leur fils de l'inscrire à un soutien après l'école, et ils ont accepté. Et ça m'a touché parce que voir pendant 6 mois cet élève, malgré il savait peut-être redoubler encore, il a commencé à travailler. Et j'ai vu une scène, il sortait de la classe avec un cahier, comme un marchand, et il me disait « Prof, j'ai fait mes devoirs, il y a vos schémas et tout. »
Et c'était une nouveauté pour lui. Et ça m'a touché parce que ce que je voyais dans cette situation, c'était un élève qui était libre de tout résultat et il a commencé à s'estimer parce qu'il se sentait estimé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple parce que pour moi, ça a été évident durant cette année de découvrir cette chose. Parce que face aux circonstances et aux problèmes, on peut avoir deux positions. Soit céder l'esprit à la récrimination pour après ensuite limiter l'engagement avec la situation, soit partir de ce que se passe dans ta vie afin de valoriser et construire en repartant du point de bien qu'il y a, qui est présent. Et pour moi, ce défi se joue dans mon école et dans mes classes en particulier. Et j'imagine que ça peut être la même situation, le même défi dans n'importe quel type de travail et de devoir. Et en partant de mon expérience, je voulais poser ces questions. La première, c'est qu'en voyant les difficultés que parfois concernent le manque d'outils ou la présence de classes très nombreuses, bien trop nombreuses, je voudrais vous demander quelles possibilités concrètes il y a pour gérer de manière plus adéquate les ressources présentes ou les accroître. Du moment pour gérer ces ressources, quelles réalités et quels aspects on peut utiliser pour répartir. En deuxième lieu, c'est une question technique liée à mon travail. Du moment que partie de mon travail se déroule dans une adresse professionnelle, en lycée professionnel, quels modifie apporte le nouveau décret de réforme pour les instituts professionnels? Parce que si d'un côté, le but c'est de unir les deux parcours d'instituts professionnels et de formation professionnelle, mais à la fois maintenir la distinction, je me demande qu'est-ce qu'il caractérise et qu'est-ce qu'on veut conserver de l'instruction professionnelle des LIPSIA, par exemple, par rapport aux parcours régionaux de formation. Je le demande parce que c'est lié à mon but de ma situation. Merci beaucoup. Pour certains aspects, on a touché encore les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les stratégies éducatives, les stratégies didactiques, les stratégies méthodologiques, les compétences des enseignants qui devraient être le patrimoine d'un conseil de classe, d'un département. Parfois, ces thèmes sont affrontés davantage dans certaines orientations scolaires. Parfois, dans les lycées professionnels, on a tendance à vivre certaines situations comme si on disait « mais qu'est-ce que je peux y faire ?» de façon fataliste. Mais ce que dit ce professeur, c'est qu'avec un engagement, avec une attention, une réflexion, en mettant en œuvre toute une série de stratégies, elle a réussi à récupérer un jeune, mais surtout, elle s'est mise en jeu face à des questions que peut-être que certains autres collègues n'ont pas affrontées. Je crois que la question du nombre d'élèves dans une classe, c'est un thème qui est très récurrent. Il faut regarder les statistiques. Les statistiques nous disent que nos classes ont 21,2 élèves par classe en moyenne dans l'école publique, mais certaines orientations, certaines filières, si on est à 31, on ne peut pas, ça ne suffit pas pour dédoubler une classe parce qu'il faudrait qu'il y ait 16 étudiants de chaque côté. Dans certains cas rares, il y a une tendance à conserver parfois un nombre élevé d'élèves. Parce qu'il y a parfois aussi des problèmes de sécurité, de normes, qui imposent, d'un point de vue structurel aussi, certains choix. Pour ce qui concerne les parcours de formation, les filières, ils font partie de notre système, mais ils naissent dans les années 50 en Italie. Les instituts techniques en Italie naissent dans les années 50 à la sortie de la guerre, au moment où notre industrie repart. On a besoin de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Et c'est là
que naît la nécessité que l'école devienne fonctionnelle par rapport à un processus de croissance et d'industrialisation. Et cela se poursuit au fil des crises et des différentes étapes. Actuellement, nous revivons paradoxalement certains aspects de ces moments. Il y a sans doute un potentiel prêt à s'exprimer d'une certaine manière, de manière attentive à ce que sont les activités d'avoir des élèves vifs, prêts à réagir. Et là, les professeurs peuvent avoir un rôle fondamental dans la croissance d'un parcours. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut tout d'abord voir les aptitudes, les potentialités de ces jeunes. Et surtout, c'est très important que les jeunes, en ce moment historique particulier, puissent redevenir le cœur de la formation sur les jeunes, pour les jeunes, en se donnant une véritable identité, un sens d'appartenance. Et les établissements professionnels sont importants. Mais ce qui est encore plus important, c'est la recherche de ce passage. C'est pour ça que les articulations, les différentes filières dans les lycées d'établissements techniques sont passées d'un nombre de 16 à 11. Et c'est un moment où il y a la collégialité, le travail commun dans une équipe est très important. Le passage des écoles professionnelles aux écoles techniques est aussi prévu. Mais il ne faut pas en rester là, parce qu'il faut voir aussi la suite. Et surtout, il ne faut pas que manque, comme ça a été le cas dans les années 60, le lien avec le monde entrepreneurial, les entreprises, l'industrie, pour que les jeunes aient devant eux la possibilité d'un futur. Voilà le lien entre le monde de la formation comme activité didactique qui entre en synergie avec le monde de l'entreprise. C'est un lien qui est gagnant et qui peut certainement produire des résultats que nous verrons dans quelques années et qui satisferont non seulement ceux qui ont certains besoins d'une formation très spécifique, mais qui permettront aussi à nos étudiants de se réaliser pleinement eux-mêmes. Silvio. Bonjour. Je m'appelle Silvio Litella. Dans la vie, je fais autre chose. Je suis médecin, mais je suis ici en tant que directeur d'une école privée sous contrat. Je me permets de vous lire une brève introduction pour arriver ensuite aux questions. C'est vendredi, le 3e vendredi du mois. La semaine arrive à son terme. Nous sommes tous un peu fatigués, épuisés. Mais un dernier rendez-vous nous attend. C'est le conseil d'administration du mois. Rendez-vous à 20h30 ponctuel. École La Coravana de Modène. C'est le nom du fondateur, Piccinini. Environ 800 jeunes divisés par classe. Pendant que nous dînons ensemble, on commence à discuter l'un après l'autre des différents sujets. Le président, le directeur, c'est-à-dire moi, un médecin, père de 4 enfants, divisé entre des enfants qui sont répartis dans les différents niveaux de l'école, qui vont de la maternelle jusqu'au lycée, qui dit « Ce soir, on va parler des financements pour les familles en difficulté ». Une discussion difficile. On parle des raisons de l'aide. Les familles choisissent notre école parce qu'elles désirent une instruction de qualité. Et nous désirons de former des enfants et des jeunes qui soient prêts à affronter les défis du monde. Une méthode exclusive, mais une proposition inclusive qui désire être pour tout le monde. Giulio, ancien directeur et géologue, dont les enfants étaient à l'école mais qui sont maintenant à l'université, qui ont déjà un travail, rappelle que ces aides pour le passé ont été la porte d'entrée pour beaucoup de familles qui ne peuvent pas se permettre de payer l'inscription dans l'école entièrement, mais qui désirent offrir à leurs enfants une possibilité en plus. Alors, combien il faut donner ? Il y a beaucoup de demandes et évidemment, il n'y a jamais assez d'argent. Stefano,
L'économe du conseil, qui est père de 3 enfants, travaille pour une société de conseil. Et il est souvent en déplacement pour le travail. Pour ne pas manquer ce conseil, il est connecté de sa chambre d'hôtel par Skype. Il rappelle que chaque effort doit être compatible avec notre bilan économique. La discussion se poursuit, plus d'1 heure est passée, on termine ce point, on prend une décision, on le note au procès-verbal et on passe au suivant. Un sujet plus large, le terrible WhatsApp, en particulier en vogue parmi les mamans, qui parfois transforme certains récits en catastrophe. Parfois, ça fait sourire, mais il faut aussi le prendre au sérieux et étudier les instruments que nous avons. Décisions importantes de l'école, le choix des maîtresses, les sorties scolaires qui sont prises après de longues réflexions peuvent parfois être rendues vaines par ces tribunaux virtuels des réseaux sociaux. Et donc on discute de comment améliorer le rapport entre école et famille. Prochain sujet, 3e sujet, et ensuite le 4e jusqu'à la fin si on y arrive. À un moment donné, l'alarme de l'école sonne. Giovanni, le directeur actuel, regarde sa montre et comme toujours nous dit « Ce soir encore, on est allé dépasser minuit ». On se dépêche de terminer les sujets, on se répartit les tâches pour la prochaine fois. On met toujours tous sur Drive pour mieux partager les informations. On se dit au revoir sur le parking de l'école. On rentre à la maison. Il est environ 1 heure du matin. Monsieur le ministre, j'ai voulu vous raconter cette journée type pour souligner d'un côté que, à part le directeur, qui est une figure un personnage essentiel pour une école de cette dimension, nous sommes 9 bénévoles qui réalisent ce travail gratuitement, uniquement mus par le désir d'éduquer au mieux nos enfants et ceux des autres. Et puis, pour remarquer que à l'institution, et vous aussi qui la représentez aujourd'hui, nous ne demandons qu'une chose, c'est que cette réalité des écoles privées sous contrat puisse être soutenue. Former des jeunes capables d'affronter les défis de la vie aujourd'hui, les défis scolaires et les défis professionnels, est un bien non seulement pour les personnes, pour les familles, mais pour toute la société. Donc, nous ne lui demandons pas plus d'aide, mais plus de subsidiarité, c'est-à-dire un regard de l'institution qui, face à la tentative passionnée d'une partie de la société, en l'occurrence les écoles privées sous contrat, puisse les soutenir en reconnaissant la valeur qu'elles peuvent apporter au bien commun. Donc, je voudrais vous poser 2 questions. Une est plus générique, l'autre plus technique. La première, à votre avis, quelle perspective peut-on envisager pour le système privé sous contrat? Et puis, est-ce que ces écoles doivent utiliser des professeurs déjà diplômés, mais il y a des problèmes de passage des enseignants formés dans le privé en Italie? Donc nous vous demandons, quand pourrons-nous faire des parcours pour que les jeunes diplômés puissent se consacrer à l'enseignement en ayant un diplôme adapté? Merci. Domanda trabocchetto, trappolina. Une demande piège. Alors, c'est mon activité, ça a été mon activité pendant des années de gérer aussi toutes les écoles privées sous contrat de la Lombardie. Donc, je connais très bien les thèmes que vous m'avez soumis. Les perspectives. Les écoles privées sous contrat font partie du système éducatif et ce n'est absolument pas à mettre en discussion. Elles sont réglementées par une loi, la loi 62 de l'an 2000 en Italie, qui prévoit toute une série de réglementations, de caractéristiques, de particularités, et notamment des recommandations sur le plan normatif et aussi organisationnel que toutes les écoles publiques privées doivent avoir pour obtenir la parité et pour la maintenir.
Pour cela, c'est vrai, il faut avoir des enseignants formés. La loi l'indique. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de véritable problème. Parce que les écoles accueillaient ces professeurs formés et s'ils n'avaient pas de place dans le public, ils allaient dans les écoles privées. Le Bon École, qui a été créé dans la région Lombardie, a créé une forme de recrutement nouveau qui ne m'a pas beaucoup plu parce qu'il a conditionné la vie de milliers de personnes en les déracinant de leur territoire, en les faisant enseigner très loin de chez eux, en créant de grandes difficultés dans des familles avec des problèmes qui sont encore aujourd'hui dans nos bureaux, des contentieux qui sont encore à régler. Mais disons que ce système a un peu épuisé le nombre des enseignants qui étaient en attente de poste dans le système scolaire italien. Donc, nos écoles se sont trouvées dans la situation de perdre des enseignants qui étaient appelés à enseigner dans l'État et en chercher de nouveaux et à ne pas les trouver. C'est un thème qui, comme celui des relations et du système de formation, d'instruction, est très clair. Et il faut vraiment l'affronter parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Mais il est évident que les écoles privées sous contrat, pour être sous contrat, devront beaucoup se rapprocher des standards de l'école publique de ce point de vue. Ça, c'est une évidence. Et nous nous mettrons au travail parce que c'est certainement un thème qu'il faudra affronter très rapidement si les choses vont comme elles vont actuellement pour garantir une sécurité à ceux qui travaillent, aux gestionnaires. Il faut penser aussi que dans l'État aussi, ceux qui sont dans le conseil d'administration ne sont pas payés, sont bénévoles. Donc c'est le travail des parents qui sont prêts à collaborer pour le bien de l'établissement que leurs enfants fréquentent. Il faut le louer certainement. Mais il n'y a pas de rétribution prévue pour cela, c'est tout à fait normal. Mais l'école privée sous contrat est une richesse et nous chercherons par tous les moyens de la valoriser. Paolo. Bonsoir, ministre. Je suis Paolo Maino. Je suis directeur d'école d'un complexe de bourses artistes. Je voudrais remercier pour ce que vous aviez dit tout à l'heure en faisant référence à toute la machine qu'il y a sur le dos qui travaille dans le back-office. Je veux ajouter aussi les collaborateurs d'école parce que toutes les années, en septembre, les collaborateurs sont fiers parce qu'ils m'ont dit « Venez voir le couloir, comment il est propre, on pourrait y refléter ». Je veux décrire cette scène en septembre en voulant impliquer les enseignants en ce qui est l'objectif le principal. On est dans une communauté qui doit être éduquée, formée, et tous les adultes doivent collaborer dans l'éducation. Et on peut collaborer en gardant propre la salle ou en allant chez le directeur pour dire les élèves ne sont pas bien comportés, ils l'ont sali. Donc je veux vous remercier pour cela. J'ai commencé mon aventure comme directeur d'école en 2014, après 10 ans d'enseignement entre école privée et école publique, et j'ai entrepris cette rue animée par le désir de supporter les collègues enseignants dans l'enthousiasme et toujours plus complexe schéma d'éducation des jeunes générations qui vivent dans un contexte où savoir choisir et savoir juger
sont devenus des savoirs essentiels parce que le contexte autour de ça est un contexte qui peut très facilement faire tomber nos étudiants, nos élèves victimes des lieux communs. Parce que, vu qu'il y a des nouvelles manœuvrées, manipulées facilement. L'expérience de ces 4 ans a été une expérience très intéressante parce que on a tenté de parcourir beaucoup de rues en voyant le besoin et on a eu aussi des situations petites, des individuels critiques qui demandaient des travaux spécifiques. Le conseil des classes, les directeurs adjoints, acteurs de territoire qui pouvaient être éducatifs ou non, pour faire face à un besoin, même petit, de l'individu. À côté de cela, donc à côté du temps consacré pour cela, souvent le temps et les énergies, en particulier des dirigeants d'école, des directeurs d'école, sont toujours derrière des demandes, double, triple demandes qui viennent du conseil régional et directement du ministère. Je fais un petit exemple. Pour faire partir un schedule de 30 heures d'un concours du pôle européen, qui sont des occasions importantes, il faut donner aux parents 11 pages qu'il faut qu'ils formulent, il faut qu'ils les passent au scanner, transformer en PDF et insérer dans un système où après il faut compiler un menu où il faut insérer les mêmes données et on conclut le parcours, on fait partir le module et après on découvre qu'il fallait mettre un fichier, un autre document. Où est l'utilisation du bon temps en cela? Surtout parce que les secrétariats ne sont pas bien compétents, parce que durant cet été, je ne cache pas que la plupart des scansions, cet été, c'est moi qui les ai fait. Mais ça va, je peux me dédier à ça durant ce temps. La question, c'était quelle est l'importance du mot autonomie? Pour qu'il y ait autonomie, avant du quoi faire qui correspond au nomos grec de la loi, il y a clairement le besoin d'identifier et reconnaître à qui fait les choses, les autos, c'est-à-dire au sujet qui pense, projette, agit et juge, et qui définit aux objectifs avec le ministère qui a le devoir d'établir des objectifs à niveau régional et national, chose que le ministère fait. Le règlement de l'autonomie qui est en vigueur depuis le 1999 posait au centre une collégialité faite par des enseignants, des familles, des étudiants, des opérateurs coordonnés par le directeur d'école dans la rédaction d'un plan de l'offre formative. Mais durant les dernières 20 ans, pardonnez-moi la simplification, l'autonomie d'école a été victime d'un processus de type descendant, du centre aux périphéries, d'une sorte d'imposition aux écoles et de l'absence d'une définition claire et opérative des modalités de gouvernement de la part des sujets de la communauté scolaire. En même temps, à ces processus, avec celui qui, selon moi, c'est une erreur de perspective, le rôle du directeur d'école, devenu responsable en tout de l'organisation autonome, a subi une bureaucratisation progressive. La loi 107, la bonne école qu'on citait avant, qui permettait la nécessité des devoirs et des organes collégiales, a été trahie même dans ce cas. Mais c'est un point qui devient de plus en plus urgent
Et donc la question que je vous pose, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant le ministère et quelles indications vous voulez donner pour lancer un processus de réelle et concrète réalisation de cette autonomie des communautés éducationnelles indiquée par le beau document qui correspond au PR 75 de l'autonomie. Merci. Il va falloir revenir un peu dans l'histoire, la remonter en arrière, pour comprendre aussi l'esprit du terme autonomie dans ces cas, qui n'est pas l'autodétermination, mais d'avoir une institution et un sujet en mesure de négocier dans les territoires. C'est ce qui devrait être réellement le but de l'autonomie scolaire. Et soyons sincères, cela s'est réalisé. On a fait beaucoup de pas en avant. Il y a une réglementation de 1999, qui a eu une certaine attention vers le futur, donc qui est encore, pour certains aspects, très actuel. Il est évident qu'une révision d'un texte unique est essentielle. Notre texte unique est encore plus ancien et il faut revoir également l'organisation de la gestion, c'est-à-dire les organes collégiaux qui existent encore aujourd'hui. Mais si vous me permettez, je crois qu'à la base de l'autonomie, et je tiens à le répéter comme je l'ai dit avant, il doit y avoir le principe d'identité. L'école doit redevenir le cœur de la formation de l'identité de l'individu. Et l'autonomie peut favoriser cela en donnant un sentiment d'appartenance. Cela présuppose une ampleur de regard vis-à-vis du futur et une synergie avec ce qu'on appelle le territoire, mais avec des acteurs qui vivent l'école. Et le directeur d'établissement, qui est devenu, comme vous le disiez, un bureaucrate par certains aspects, comme le prévoit la loi sur l'éducation, a également cette mission. Devenir l'élément qui parvient à faire la synthèse entre le besoin d'un territoire et ses potentialités. Et le travail de beaucoup de directeurs d'établissement s'est vu à travers le travail sur l'autonomie. Ça ne suffit plus aujourd'hui, c'est certain. Le dirigeant a besoin d'être soutenu, certainement, aujourd'hui. C'est un personnage qui est très seul aux commandes. Il a besoin de bureaux administratifs qui le soutiennent. Il a besoin d'organismes et d'institutions qui lui soient proches. Et il a besoin de transmettre sa vision de la formation que peut offrir son établissement. Ce sont des sujets qui, si l'on parle de l'expérience vécue, sont absolument à aborder et à revoir. Parce qu'il est vrai qu'il y a des procédures administratives qui sont parfois incroyables. Ce que vous racontez, c'est vrai. Mais mettez-vous à la place du comptable, c'est encore pire. Les contrôleurs de gestion sont appelés 3 ans après pour voir les projets de 3 ans auparavant. Donc s'il y a un retard dans la présentation d'un document, ça devient encore plus difficile de trier les papiers. Mais le rôle du directeur d'établissement est central, elle est fondamentale. Et je voudrais que vraiment vous puissiez considérer votre rôle, la responsabilité directe que vous avez sur chacun et ce qu'il faudra certainement faire à l'avenir, c'est d'avoir un contrôle des objectifs qui devront être transparents, partagés au départ et ensuite, ils devront clairement être évalués à la fin. Et il manque peut-être ce travail dans les établissements aujourd'hui. On confond beaucoup les compétences et les objectifs.
il faut que ce plan parte sans doute de l'administration centrale et puisse ensuite se décliner pour offrir un point de repère pour les institutions scolaires. Et je crois que c'est un point de départ fondamental pour pouvoir ensuite revoir et maintenir l'autonomie et lui donner une forme adaptée à notre époque et non pas celle de 1999. Cette réglementation de 1999 a un aspect qu'il faut conserver, même s'il faut la rénover. Et je vous rappelle que c'est fait partie de notre charte constitutionnelle. Merci. Le titre de cette rencontre se posait cette question. L'instruction rend-elle heureux? Après la rencontre de ce soir, nous pouvons dire que l'instruction rend heureux si elle est éducation, si elle est introduction à la réalité. Et à la réalité totale, comme nous l'a enseigné Don Giussani, à la réalité et à sa signification dans les différents domaines, les différents aspects que l'on affronte. Dans les salles de classe. C'est cette éducation qui peut faire découvrir à chaque individu son identité. Parce qu'elle fait grandir en chacun sa conscience de lui-même. Et c'est cette éducation qui fait découvrir l'identité du moi comme la découverte de soi. Comme la découverte de ce qui fait bouger le cœur, comme nous le rappelons ces jours-ci au meeting. Cela ne peut se faire que dans un dialogue entre enseignants et élèves, un dialogue libre entre la raison de l'enseignant et la raison de l'élève. Dans un dialogue, et je vais utiliser cette expression qu'a utilisée le pape dans la journée sur l'école il y a quelques années, dans un village, c'est-à-dire une communauté éducative, comme l'a dit notre jeune directeur Maino. Un village, dans une communauté éducative, que chacun puisse, selon sa fonction, faciliter, encourager la découverte de soi qu'un jeune, mais aussi un professeur, est appelé à faire en enseignant et en apprenant. C'est pour cela que nous avons tenu à faire cette rencontre et nous voulons toujours rencontrer le ministre et ce que nous demandons toujours à nos interlocuteurs politiques, au ministre, c'est que dans l'architecture de l'école, dans les nombreux sujets que le ministre doit affronter, l'alternance, l'autonomie, la parité, la réforme éventuelle du baccalauréat, que dans l'architecture de l'école, on prenne en compte, on puisse discerner et définir ce qui définit le plus ce cœur qu'est l'enseignement. Ce dialogue éducatif au cœur d'une communauté éducative, ce dialogue entre la conscience de soi du jeune et celle du professeur. Et du reste, nous, en tant qu'enseignants, nous poursuivrons notre tâche de construire, de nous passionner pour ce travail le plus beau du monde. Précisément parce qu'en éduquant à travers l'enseignement, que nous puissions découvrir toujours plus la vérité de nous-mêmes et la vérité comme sens de ce que nous enseignons et comme valeur ultime de la personne que nous avons face à nous lorsque nous entrons en classe. Merci. Bonne soirée à tous et bon appétit. Merci pour votre attention.